Il fallait bien que ça arrive un jour. C'est le dernier. Et oui, je vous l'avais annoncé, c'est difficile, mais ce sera donc le dernier menu pour environ un mois. Voilà, si vous aussi, vous aimez les introductions putaclic, likez cette vidéo. Si vous n'aimez pas ça, mettez un commentaire, c'est encore mieux pour le référencement. Voilà, en même temps, je vous l'avais déjà annoncé, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je serai absent pendant environ un mois. Donc pas de menu pendant cette durée approximativement en tout cas, puisque je pars en France la semaine prochaine, le dimanche 23, donc pour le Festival de Cannes, puis pour quelques jours de vacances bien mérités chez la famille. Donc le 23, puis je rentre le 9, le dimanche 9. Autrement dit, je ne pourrais pas dans la foulée faire un menu le jour même, le montage, etc. alors que j'aurai le décalage horaire dans la tronche. C'est impossible. En gros, prochain menu crowdfunding, ce sera donc pour le 16 également. Donc on s'arrête un 16 février et on reprend un 16 mars, un mois tout pile d'absence. Alors j'espère qu'entre-temps, Xavier saura meubler un petit peu en mettant une ou deux vidéos par-ci par-là, histoire de faire vivre la chaîne, hein Xavier, Yoroshiku comme on dit en japonais. Voilà, je compte sur toi. Bref, quoi qu'il en soit, cette semaine, encore une fois, décidément, 2025 a du mal à se lancer. Hein. C'est un petit peu Waterloo, morne pleine pour ce qui est du financement participatif. Alors j'exagère un petit peu, il y a eu quelques projets intéressants depuis le début de l'année, quelques-uns tout de même, mais ils se comptent quand même sur les doigts d'une main. D'une main un peu estropiée façon gueule cassée en 14-18. Vous voyez, quand même pas grand chose. Mais bon, quelques-uns quand même, il y a eu la nouvelle spin-off de Everdell par exemple, entre autres. Mais c'est vrai que même pour se rappeler des 2-3 projets intéressants, il faut déjà faire un petit effort. Peut-être aussi un petit effort parce que je suis arrivé à un âge où la mémoire est un peu défaillante, mais tout de même. Et cette semaine, malheureusement, on continue sur une semaine un peu passable, un peu médiocre en termes de projets. Bon, en même temps, quand je dis ça, ça sonne vraiment péjoratif. Il y a des projets intéressants, bien sûr, comme chaque semaine, mais il n'y a pas de gros trucs vraiment super excitants. Donc du coup, cette fois, encore une fois, et je crois qu'on est à peut-être 75% des menus depuis le début de l'année 2025 pour lesquels c'est le cas, mais pas de dessert cette semaine. Donc quelques entrées, quelques plats principaux, mais encore une fois, on se serre un petit peu la ceinture. On va pas grossir cette semaine non plus. Voilà, c'est la diète qui continue. En même temps, les banquiers sont contents. On peut faire un petit peu d'économie, on va pas hypothéquer un rein ou vendre les enfants pour l'instant. On est donc parti pour le menu crowdfunding du 16 février dernier, avec donc seulement des entrées et des plats. On va manquer un petit peu de sucre, mais que voulez-vous, de temps en temps, c'est pas plus mal. On commence tout de suite les entrées de la semaine avec Vineyard, a winemaking game. C'est le projet porté par Eduardo Baraf, qui est à son 21e projet. Un mec assez connu du milieu, même si en tant qu'éditeur il fait assez peu de projets vraiment marquants. C'est généralement des projets qui font des scores assez modestes. On le connaît notamment pour des jeux comme Herbaceous ou encore Floriferous. Mole Peak un peu moins, c'était pourtant un auteur assez connu, dont j'ai oublié le nom, mais ouais, je vais regarder parce que c'est un auteur qui a fait quelques jeux assez marquants, si mes souvenirs sont bons, mais je lui comment il s'appelle, avec Keith Mateshka, avec Eduardo Baraf. Bref, quoi qu'il en soit, il y avait aussi plus récemment Nature Games Trio, donc Sunrise, Snowfall et Floriferous. Mais bon, vous le voyez à travers les quelques jeux qu'il a proposés par ici, bon, c'est pas généralement des trucs qui ont marqué l'histoire, en gros. En revanche, vous connaissez peut-être ce petit logo qui démontre un petit peu son visage, parce qu'en fait, Eduardo Baraf, il a aussi une chaîne YouTube, dans laquelle, donc bien sûr, il parle de jeux de société. Et donc, de temps en temps, il nous propose des jeux en tant qu'éditeur. C'est le cas à nouveau pour ce 21e projet qui est Vineyard, qui est quand même l'œuvre d'une auteure assez connue. Voilà, c'est Roberta Taylor, à qui l'on doit notamment Creature Comfort ou Maple Valley, donc deux jeux de chez KTBG, donc assez populaires, qui sont, je crois, édités par Matago en français, si mes souvenirs sont bons.
Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, Vineyard vous propose, comme c'était le cas pour viticulture par exemple, de faire votre vignoble, donc votre vin, et le vendre avec, comme viticulture aussi, un placement d'ouvrier, sauf que cette fois c'est plus léger. On est sur un jeu qui tourne aux alentours de 1 heure la partie, donc un jeu assez facile à sortir, avec une DA plutôt mignonne, qui séduira pas forcément tout le monde, mais qui en fait un jeu accessible, relativement grand public, j'ai envie de dire, ça pourrait satisfaire aussi les enfants d'un point de vue artistique, et c'est pour 1 à 4 joueurs, avec du placement d'ouvriers partagé, ça pour le coup c'est assez intéressant, et de la sélection d'actions. Le placement d'ouvriers partagé, qu'est-ce que c'est? C'est que simplement tout le monde autour de la table va pouvoir déplacer absolument tous les ouvriers. C'est surtout une question de timing qui va primer ici, qui va être intéressant, qui va être important. Donc pas mal de choix assez cornéliens, malgré des mécanismes de jeu qui, eux, sont sensiblement, disons, simple d'accès, on va dire, relativement facile d'accès. C'est un jeu qui pourrait potentiellement se jouer de manière plutôt familial, on va dire du 10 ans et plus. Je crois que c'est écrit 14 ans et plus, mes souvenirs sont bons. Voilà, 14 ans et plus, mais je pense que ça fait partie de ces jeux qui mettent 14 ans et plus pour éviter d'avoir à faire certains tests payants pour avoir la mention 10 ans et plus, ou voire même 8 ans et plus sur les boîtes. Est-ce qu'il y a des tests pour le danger, la dangerosité des composants que les enfants pourraient être amenés à ingérer, ce genre de choses-là. Du coup, on met 14 ans et plus, ça évite d'avoir à faire ces tests-là. Mais je pense que c'est un jeu qui est en fait un peu plus accessible qu'on ne pourrait le penser avec ce 14 ans et plus. Quoi qu'il en soit, donc qui dit placement d'ouvriers dit aussi un petit peu de gestion de ressources bien évidemment. Il y aura plein de lieux uniques avec des workers qui eux aussi sont plus ou moins spécialisés et donc permettent de retirer des bonus plus ou moins divers et variés en fonction des lieux où on les envoie. Il y aura aussi pas mal d'optimisation via des cartes que l'on pourra ajouter à notre plateau personnel et qui du coup nous permet d'obtenir des, pas des pouvoirs, mais des compétences un petit peu asymétriques au fur et à mesure de la partie. Et c'est, encore une fois, un truc qui allait être plus intéressant que ce qui nous est donné à voir de prime abord. C'est-à-dire que si on se contente de cette illustration d'accueil, on se dit, ouais, donc un petit jeu familial, avec une DA un poil clivante, disons que ça peut faire un petit peu enfantin, tout du moins, ça attirera pas forcément tout le monde, mais je me dis qu'en termes de gameplay, il y a moyen que ce soit plus sympa qu'on ne le pense, avec ce mécanisme d'ouvrier partagé par tout le monde, avec un petit peu de spécialisation par-ci par-là, avec un solo mode qui plus est, avec quelques petits modules qu'on pourra intégrer, qu'on pourra choisir d'intégrer ou non en fonction des parties, donc certains qui vont ajouter un petit peu de complexité, d'autres pas vraiment, c'est juste des petits ajouts de gameplay par-ci par-là. C'est assez intéressant sur le papier. Donc ouais, Vineyard à tester, je serais curieux de l'avoir entre les mains un de ces jours si l'occasion m'en est donnée. De là à aller le baquer, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais ouais, sur le papier, Vineyard, ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc on va cultiver, on va récolter, on va faire notre vin, on va le faire bien sûr prendre de l'âge, et ensuite on va le vendre. Et vous avez ici un extrait des quelques mécanismes de placement d'ouvriers, de comment on va sélectionner les cartes de lieux sur lesquels on va les envoyer. Et voilà, sur le papier, vraiment, ça allait être relativement intéressant, même si de prime abord, il m'intéressait pas. Bon, je vais pas non plus aller jusqu'à le baquer, mais je le trouve finalement plus intéressant que je ne l'avais pensé de prime abord. 184 contributeurs ceci dit, donc ça galère un petit peu, mais ça devrait pouvoir financer malgré tout. 9 jours avant la fin de la campagne, dommage qu'il n'y ait pas de VF pour le moment. Il est de retour pour nous jouer un mauvais tour, et si vous avez la référence, vous avez plus de 30 ans, plus de 35 ans, voire peut-être. Il est de retour, c'est Bark Avenue. On l'avait déjà croisé sur Kickstarter, le premier projet et l'unique projet à ce jour de Teardice Games, qui est un éditeur porté par un petit couple de New-Yorkais, qui avait donc lancé Bark Avenue, donc le jeu de base, il y a de ça, 2 ans environ, je dirais. Allons voir ça ensemble, ça fait combien de temps? C'était mai 2022, donc ça fait près de 3 ans déjà, waouh, le temps passe vite. Et Bark Avenue, c'était ce jeu assez unique, assez atypique en termes de thématique, qui vous proposait d'incarner des promeneurs pour chiens. C'est-à-dire que vous êtes engagé par des gens suffisamment friqués pour ne pas avoir à promener leurs chiens eux-mêmes. Voilà.
particulier. Donc c'était de construction de route, on pourrait dire, mais pas de la construction de route, mais de l'optimisation de chemin à suivre, du pick-up and deliver, et puis de la gestion de main. C'était pour 1 à 5 joueurs pour 12 ans et plus, c'était pour 15 minutes par joueur autour de la table, donc un jeu relativement accessible, familial, avec une DA qui peut charmer les enfants également. Ça avait fait 1300 contributeurs, ce qui était déjà pas si mal que ça pour un primo-éditeur sorti un peu de nulle part, et surtout, pourquoi je dis ils sont de retour? Parce que bon, le résultat n'est pas si extraordinaire que ça non plus, mais il m'avait particulièrement marqué parce que Bark Avenue, il avait ce composant absolument extraordinaire. Alors, est-ce que je vais vous le retrouver, ce petit composant phénoménal du jeu de base? Voilà, les Squishy Poop Tokens. Des tokens de crottes de chien mou. Voilà, c'est extraordinaire. Je pense que c'est le seul jeu qui vous propose cette expérience tactile du caca mou entre les doigts. 609 contributeurs sont déjà sur le projet de l'extension, des 2 extensions en réalité, il y en a 2 dans cette nouvelle campagne, il y a Kings and Queens que l'on voit ici, et il y a une micro-extension qu'on aperçoit ici qui s'appelle Concrete Jungle. Et donc 609 contributeurs sont sur le projet, 33 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, 12 jours avant la fin de la campagne, et c'est bien sûr aussi l'occasion de mettre la main sur le jeu de base si vous l'aviez raté et que là tout de suite vous tombez dessus par hasard et que vous trouvez le projet super intéressant, vous pouvez prendre bien sûr le jeu de base aussi, et bien sûr il y aura les cacamous dedans, rassurez-vous. Le principe reste le même, on est donc à New York, on balade des chiens qui sont pas les nôtres, on va essayer de les faire passer à travers des points intéressants dans la ville, les faire jouer sur le passage, et donc il y a quelques petits ajouts via cette extension principale qui est donc le Kings and Queens, mais je me dois de faire un petit passage sur ce petit cacamou. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un jeu dans sa ludothèque avec un cacamou? J'ai envie de dire révolution, composant absolument magique, totalement, comment dirais-je, indispensable. J'ai envie de dire indispensable. Est-ce que quelque part, quand on a une ludothèque, on n'est pas un peu obligé d'acquérir Bark Avenue spécifiquement pour le cacamou? Vous me le direz en commentaire. Mais bon, Kings and Queens, donc l'extension principale de cette campagne, qu'est-ce qu'elle vient ajouter? D'abord des cartes de chiens doubles. Et oui, il faut les promener ensemble, sauf qu'ils n'ont pas forcément les mêmes jeux, les mêmes lieux où ils ont envie d'aller, ce genre de choses-là. Bref, un peu plus de complexité, mais un peu plus de gains potentiels derrière aussi. Ensuite, on a plus d'interactions entre les joueurs grâce à un nouveau plateau des différents quartiers de New York. Ensuite, on a aussi de nouvelles compétences asymétriques que l'on va pouvoir acquérir en cours de partie via de l'équipement. En fait, c'est pas des compétences asymétriques, c'est de l'équipement qui va nous permettre de faire des mêmes actions un peu plus puissantes. Par exemple, si on a des baskets de course, quoi, en gros, de running, eh ben, on va pouvoir se déplacer plus rapidement, par exemple. Ce genre de choses-là. Voilà pour ce qui est des nouveautés pour Kings and Queens, donc ajouter un petit peu de, pas de complexité, mais un peu plus de profondeur au gameplay. Et puis ensuite il y a la micro-extension Concrete Jungle, où là, bon attention, on part un peu dans le n'importe quoi. L'objectif c'est le fun, puisque là cette fois-ci on va même promener des lézards, des chats, des hamsters ou que sais-je encore. C'est un petit peu n'importe quoi, mais après tout, pourquoi pas quand on a un jeu avec des cacamous, j'ai envie de dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc Kings and Queens vous coûtera 22 $ si vous avez déjà le jeu de base. Ensuite, Concrete Jungle vous coûtera 10 $, c'est une micro-extension. Ensuite, il y a bien sûr des pledges groupés, pas des pledges groupés dans le sens où vous êtes plusieurs sur un seul même pledge, mais des pledges qui vous permettent de prendre par exemple le jeu de base plus l'extension Kings and Queens, le tout pour 69 $. Et ensuite, si vous prenez le pledge à 230 $, c'est quand même assez cher, ça vous permet d'inclure votre chien dans le jeu, enfin dans l'extension Kings and Queens. Donc vous envoyez une photo de votre clébard et on vous le dessine et on vous l'intègre dans le jeu. Voilà, c'est sympa, c'est une manière de personnaliser un peu l'expérience, c'est fun, mais bon, ça coûte quand même très cher, c'est avant tout un pledge mécénat, j'ai envie de dire. Bon, ça après, c'est une idée de cadeau comme une autre. Même chose pour Concrete Jungle, d'ailleurs vous pouvez aussi pledger à 240 boules pour avoir votre animal, donc qui n'est pas un chien, dans le jeu, par exemple votre lézard, un pumpkin, ou encore votre chat solo, que vous pouvez intégrer également dans le jeu. Voilà, idée de cadeau assez marrante, mais très très chère.
Et ma foi, j'ai pas grand chose de plus à rajouter à cela concernant donc Bark Avenue avec cette double campagne, enfin de double extension Kings and Queens, un peu plus conséquente, et Concrete Jungle, une micro-extension. Donc pour l'instant, 609 contributeurs. À ce rythme-là, on est potentiellement parti pour un score plus conséquent que le jeu de base, 12 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un jeu que vous avez peut-être vu sur la miniature de la vidéo en vous demandant de quoi il s'agissait. Il s'agit donc de Blood on the Sands, du sang dans le sable. On va parler ici de combat de gladiateurs. 330 contributeurs pour l'instant, c'est assez léger, mais près de 50 000 € d'engrangés, mine de rien. Le projet est donc financé 24 jours avant la fin de la campagne, mais en même temps, 330 contributeurs après 3-4 jours de campagne, quand on se dit que c'est un primo-éditeur, et qui nous vient d'Australie qui plus est, bah ma foi, c'est pas si mal en réalité. Un projet australien sur les gladiateurs, primo-éditeur, 330 contributeurs pour l'instant, bah ma foi, c'est plutôt pas mal. On est en plus sur une DA qui est plutôt satisfaisante, c'est plutôt bien réalisé. C'est pour 2 joueurs, même si en ajoutant d'autres boîtes de jeux, eh bien on peut monter jusqu'à 6, et ça se joue en 1 heure approximativement, donc un jeu théoriquement assez facile à sortir, et jouable jusqu'à à partir de 14 ans et plus, là plutôt pour la thématique que pour la complexité j'imagine, mais déjà c'est vrai que pour la thématique, 14 ans et plus, c'est peut-être c'est tout indiqué peut-être même 12 ans et plus ce serait faisable quand même, mais bon, ça reste violent et un peu sanguinolent, soyons honnêtes. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à être un petit peu, comment dirais-je, puzzled en anglais, donc je sais pas circonspect, ou je me pose des questions sur la façon dont le mec a plié son épée à ce point-là, ou est-ce que c'était un type de gladiateur qui avait une épée courbée comme ça, quasiment à angle droit. Je suis peut-être pas très connaisseur en la matière, mais je trouve ça un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, donc, jeu de gladiateur en 1 contre 1, même si on l'a dit tout à l'heure, hein, grâce à d'autres boîtes, vous pouvez jouer jusqu'à 6, mais c'est déjà un petit point faible pour moi du jeu, c'est-à-dire que si on veut jouer à plus de 2 joueurs, il faut prendre des boîtes supplémentaires. Je suis pas très fan de ce genre d'approche-là, même si je la comprends, c'est fondamentalement un jeu à 2 joueurs, on peut y jouer à plus, mais du coup, il faut débourser un petit peu plus. Bon, ça permet aussi d'avoir une boîte de base, donc entre guillemets, à 2 joueurs, moins cher parce qu'il y a moins de composants, donc après tout ça peut se défendre aussi. Vous le voyez, il y a des dés, il y a des personnages, il y aura un tout petit peu d'asymétrie en fonction du type de gladiateur que vous allez incarner. Je me rappelle plus des noms, je les avais appris quand j'étais tout petit, parce que j'aimais bien la thématique des gladiateurs, en fait, tout bêtement. Mais je me souviens plus, un truc avec Rêtre à la fin, je sais plus, j'ai oublié, franchement, je ne me souviens plus. Mais à un moment, je me souvenais des noms des différents gladiateurs disponibles. On a un Thrax ici, un Thrax en anglais, un Thrace en français. Là, j'arrive pas à le voir. Mourmilio, je le connais pas sûr. Bref, quoi qu'il en soit, pour ce qui est du gameplay, pardon, vous aurez ici votre personnage avec les dés d'action dont vous allez pouvoir disposer, les tokens de défense, et puis en fonction du personnage qu'on va choisir, on va avoir légèrement de la symétrie, même si on voit que les dés d'action sont les mêmes, on voit qu'il y a des compétences qui sont un tout petit peu différentes, des mots-clés un petit peu différentes. On a ici un Hoplomachus, Rétière, je crois que c'était ça en français ici, avec le filet, si mes souvenirs sont bons, le trace ici, bref. Ensuite, les dés et marqueurs pour compter, j'imagine, les points de vie, les blessures, etc. Un max de dés customisé pour le jeu, bien sûr, avec donc des différents symboles. Et puis ensuite, masse de cartes que l'on va pouvoir utiliser également pour préparer ses attaques, etc. Là, on voit qu'il y a aussi une épée pliée, donc c'est peut-être une épée qui était comme ça, je sais pas vraiment. L'épée du trace était peut-être comme ça, un peu à angle oblique, je sais pas. Vous me direz si vous êtes connaisseur en la matière, c'est pas du tout mon cas. Enfin, il fut un temps où ça l'était, mais ma mémoire est un petit peu au rabais en ce moment. Quoi qu'il en soit, les miniatures, parce que oui, vous l'avez vu, hein, de toute façon, tout à l'heure, hein, il y a des miniatures, on les a vues un petit peu plus haut. Voilà, ici, je ne les ai pas mentionnées, mais bon, elles sont pas mal. Elles sont pas phénoménales, elles ont un petit côté chibi qui, pour le coup, en termes de thématique, me semble un tout petit peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on a ici des miniatures, une fois peint, ça peut donner un peu mieux, il est vrai. Ensuite, continuons avec les niveaux de pledge. On a ici le pledge avec la boîte à 2 joueurs à 90 $, mine de rien. C'est quand même très cher le ticket d'entrée pour du 2 joueurs qui plus est.
Donc ouais, c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer que le projet ne démarre pas non plus en trombe. On est à 300 contributeurs, c'est pas mal pour un primo-éditeur, mais c'est pas extraordinaire. Peut-être aussi parce que ça coûte quand même assez cher. Ensuite, le Ultimate 2-Player Bundle, il est quand même à 200$, ça coûte très très cher pour le coup, mais qu'est-ce que ça ajoute, me direz-vous? Eh bien déjà, vous avez cette arène. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'immersion, l'arène romaine, c'est classos, on est d'accord. Donc ça, c'est vrai que ça ajoute quand même pas mal d'immersion. Mais par contre, ça ajoute aussi pas mal de dollars à dépenser. Ensuite, on a un pledge ici, Campaign Pack 6 Players, donc pour jouer jusqu'à 6 joueurs, donc 3 boîtes en gros, 240$. Il y a quand même une ristourne sur l'unité. Ensuite, Ultimate Campaign Bundle 6 Players, 495$, mais ça vient ajouter quoi? Il y a un pack Saturnalia, il y a peut-être plusieurs Colosseum aussi, je ne sais pas. Des Hex Grid Boards, ok. 2 boîtes de... c'est miniature, d'accord, bon, 2 boîtes de miniature, ok. Pour 3 boîtes, c'est un peu étrange, mais bon, après tout, pourquoi pas. J'ai pas checké en détail, hein, vous voyez. Hein. Le Club Pack à 465$ pour jouer jusqu'à 12 joueurs. Alors, tout à l'heure, il disait 6 joueurs avec plusieurs boîtes. Là, on parle de 12 joueurs désormais. Peut-être pour faire des tournois tous ensemble. Ça peut être assez fun sur le papier. Et puis sinon le retailer, ça c'est pour les boutiques. Déjà plusieurs stretch goals qui ont été débloqués depuis le début de la campagne. On aperçoit justement un petit peu justement ce que ça peut donner en termes de visuel d'avoir cette fameuse arène, ce fameux colosseum on va dire romain. Et c'est vrai que c'est plutôt classe pour le coup. Voilà, pour le reste, ma foi, on va pas passer trop de temps sur cette entrée, cette énième entrée de la semaine, mais Blood on the Sands, c'est assez ambitieux. Le problème reste que c'est quand même très très cher, surtout pour un primo-éditeur dont on ignore encore la capacité à tenir ses projets, est-ce que vraiment ça va livrer, etc. C'est toujours un petit peu le stress du primo-éditeur, surtout quand le premier projet en question est cher. On enchaîne avec un jeu que j'aurais très bien pu voir dans les plats principaux de la semaine en réalité, et j'aurais peut-être dû le faire en réalité, mais j'ai un peu la flemme. Je vais faire un montage assez rapide parce que je commence à préparer mon voyage, etc. J'ai pas mal de choses à préparer, je dois répondre à un tas d'emails pour mon second boulot avant de partir aussi, pour dire que je vais partir, donc bref, je vais assez rapide sur ce menu. Assez rapidement sur ce menu, tel point que je vais dire je vais rapide au lieu de je vais rapidement, hein, pour gagner du temps, voilà. Et donc Biomes of Nilgiris se retrouve dans les entrées de la semaine, alors qu'en fait il est plutôt intéressant. Je me permets de le placer aussi dans les entrées parce que le nombre de contributeurs est quand même assez léger, assez faible. On est à 254 contributeurs. Ceci étant dit, il faut quand même souligner qu'il est assez rare de voir des projets indiens. Et c'est le cas ici, un projet porté par Shelisina, founder Blue Encore, je crois. Donc un éditeur indien, et ça c'est quand même très très rare, donc à souligner. Et du coup, si on prend ça en compte, sachant que la communauté est assez faible là-bas, 254 contributeurs, c'est pas mal quand même. Et en plus, ce n'est que le début de la campagne. D'autant plus qu'il y a quand même que 30 backers indiens. Il y en a combien? 3 en France, tout de même, 4 en Belgique. C'est souvent qu'on voit plus de Belges que de Français. Est-ce que ça veut dire que les Belges sont meilleurs en anglais que les Français? Peut-être pas très difficile en soi. Mais donc, Biomes of Nilgiris, 254 contributeurs, c'est affreux. 20 000 € d'engrangés pour l'instant, 25 jours avant la fin de la campagne. Et donc, dans Biomes of Nilgiris, on va incarner un photographe, un aventurier, ce genre de choses-là. Et on va parcourir les différents biomes de l'Inde et répertorier un petit peu nos découvertes en termes de faune et de flore. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 60 à 90 minutes, et c'est pour 14 ans et plus. Et ma foi, c'est très joli en plus de ça, hein, c'est vraiment très joliment illustré. Et on a en plus de ça un jeu qui a l'air d'être assez solide mécaniquement. Alors bien sûr il faudrait le tester pour en avoir le cœur net, ce que je n'ai pas fait, donc prenez toujours ça avec des pincettes d'usage. Mais sur le papier le jeu a l'air d'être assez intéressant. On a plein d'animaux, alors que vous voyez bien sûr il y a des icônes différents sont les animaux, donc des façons de scorer qui vont varier. On a certainement un aspect un petit peu de set collection. Et au-delà de ça on va pouvoir incarner différents types donc, de personnages, un photographe, juste un amoureux de la nature, un ornithologue on va dire, un ranger. Et puis on va se déplacer au cœur de la jungle indienne, ou des différents biomes indiens en réalité, parce que c'est pas que la jungle.
et on va y répertorier nos découvertes, notamment en termes de faune. Ici on voit le léopard indien, on voit encore, qu'est-ce que je pourrais vous dire, un éléphant asiatique, ce genre de choses là. Et on va aussi pouvoir prendre note dans son journal, on va pouvoir aussi s'équiper pour mieux optimiser ses actions à venir par exemple. Il y a aussi donc le set collection que l'on voit ici avec les différents tokens que l'on va pouvoir stocker ou organiser sur notre plateau individuel. Bref, sur le papier, le jeu a l'air d'être quand même assez sympa, donc je serais très curieux de le tester un jour, encore une fois si l'occasion m'en donnait. Je pense pas aller jusqu'à backer Biomes of Nergeriss, mais c'est vrai que il y a 2, 3, 4 ans, je l'aurais peut-être backé sans trop faire attention, parce que sur le papier, petit projet qu'on risque de ne pas retrouver dans le commerce par la suite, joliment illustré, avec une thématique plutôt sympa, pas trop cher qui plus est, hein. On voit que l'édition standard est à 39$, ce qui en fait un jeu quand même très accessible. Bon, le matos c'est pas fou non plus, hein, faut être honnête, autant les illustrations sont jolies, que ce soit pour les animaux, que pour les plateaux, etc., mais les composants ont pas l'air d'être foufou, hein, pour être tout à fait honnête. Mais sur le papier, ouais, je trouve que l'idée est bonne, le concept est sympa, les illustrations des animaux sont très, très cool aussi. Ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, petit projet indien, j'ai envie de dire, ça change. On a envie un petit peu de soutenir aussi ce type de projet-là, qui justifie également un petit peu le financement participatif, plus que bien d'autres gros projets que l'on voit portés par des éditeurs qui n'ont pas tellement besoin de passer par Kickstarter, même si on comprend tout à fait aussi pourquoi ils sont amenés à le faire, bien sûr. Les pledges, on a donc dit 39$ pour l'édition de base que l'on voit ici. Sinon, à 75$, on a une boîte de base, donc Biomes of Nergeriss, hein, donc le petit diminutif bon, plus des extensions, on en a deux, Special Species, et puis, c'est quoi ça? You have a mission? You have a mission, intéressant, qu'est-ce que ça implique? J'ai pas regardé ça par contre. Ensuite, la version Deluxe plus extension, qu'est-ce que ça va changer, me direz-vous? On va avoir des meeples screen print, donc un petit peu de deluxification. Alors par rapport à bien des éditeurs, ça resterait une version de base, mais ici c'est de la deluxification, et en fait, les Deluxe, enfin les meeples avec screen print, en vrai, moi quand c'est bien fait, je trouve ça vraiment charmant, donc pourquoi pas, mais c'est quand même un petit peu cher par contre. Ensuite, le All-in One Set, où là donc on va voir la totale, jeu de base, plus les deux extensions, plus cette boîte-là. Qu'est-ce que c'est déjà? Deluxe Exclusive Wooden Meeple, on l'a déjà vu. Bond Card Game, ok, c'est un jeu de cartes sur la thématique de Biomes of Nergeriss, qui partage certainement la DA du jeu également. Ensuite, alors, You Have a Mission, la mini-extension dont le titre m'intéressait un petit peu, où on va pouvoir capturer des trucs, on va pouvoir apprendre des différentes tribus qui nous entourent, on va pouvoir faire en sorte de se débarrasser d'espèces invasives, on va pouvoir protéger des espèces en voie de disparition, ok, et quelques petites missions qui viennent certainement impacter un petit peu la façon de scorer dans les parties, donc pourquoi pas, ça peut être une manière d'ajouter un petit peu de profondeur au jeu. Ensuite, les extensions Special Species, c'est pas facile à prononcer ce truc là. Bon, voilà, on imagine que c'est juste des espèces différentes qui viennent enrichir un petit peu le biome général du jeu, donc ma foi, pourquoi pas. La deluxification avec les meeples, voilà, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Le jeu de cartes également, card game de Biomes of Nergeriss, pour un jeu de cartes un peu plus court bien évidemment, mais plus accessible, avec toujours cette jolie DA. Voilà donc pour ce qui est de Biomes of Nergeriss, A Journey into India's Biodiversity, 255 contributeurs, 20 000 € d'engrangés, c'est donc financé 25 jours avant la fin de la campagne. Petit détour du côté de chez Ulule pour le nouveau projet de Yeast Games, qui généralement passe plutôt par Kickstarter. Qu'est-ce qui les a amenés à passer cette fois-ci sur Ulule? Je ne sais pas, mais le déménagement se fait dans la douleur pour l'instant, hein. 8 contributions pour un projet qui s'est lancé il y a 4 jours. 2 contributions par jour, en comptant les amis et la famille, c'est pas beaucoup. Donc c'est compliqué pour se lancer du côté de Oniria, le nouveau jeu de pli stratégique aux racines mexicaines, porté donc par Yeast Games. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 30 minutes. N'étant pas expert moi-même de jeux de pli, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a quand même ici ce petit paragraphe Oniria en un coup d'œil qui nous en apprend un petit peu plus sur ce jeu de pli asymétrique, seul contre toutes en fausse coopération. Pourquoi au féminin, je ne sais pas. Une joueuse incarne la Soñadora qui tente d'échapper aux Sombras.
une joueuse. Donc, est-ce que c'est un jeu interdit aux hommes? Je ne sais pas. Les autres jouent des sombras qui doivent l'emprisonner, mais s'affrontent aussi entre elles. C'est que les personnages que l'on incarne sont des femmes, j'imagine. Un jeu ancré dans la culture mexicaine, créé par une autrice mexicaine également, ok, production 100% landaise et responsable, comme toujours avec Yeast Games, toujours produit à Soranchalos. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, d'autant plus que comme d'habitude, quand je présente un projet sur Lul, bien sûr tout est en français, donc vous pouvez directement aller consulter la page par vous-même, télécharger même les règles en PDF directement en français. À vous de voir, c'est vrai que la DA ne ravira pas forcément tout le monde, en tout cas c'est pas trop ma cam, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est un intérieur de jeu de pli, est-ce que ça vous semble être un jeu suffisamment différent de ce que vous avez l'habitude de voir pour être backé éventuellement? Et c'est vrai que pour l'instant, le projet galère un petit peu à se lancer. Mais je sais plus si Yeast Games était déjà passé sur... non, première collecte sur Lul, donc ils ne sont jamais passés sur Lul auparavant. Mais donc, oui, ils avaient lancé plusieurs projets sur Kickstarter par le passé, donc c'est plutôt un éditeur de confiance qui en plus fait tout un petit peu maison, donc à soutenir quand même si le jeu vous intéresse. Pour l'instant, c'est vrai que ça galère un petit peu 26 jours avant la fin de la campagne. Toujours aussi difficile de déterminer ce qui fait l'unicité, ce qui démarque un jeu d'un autre dans une catégorie à laquelle on ne touche pas des masses. Ça va être encore une fois le cas pour moi, pour ce qui est de Terminus Frontier, un jeu coopératif d'aventure avec du combat tactique, de l'exploration à travers l'espace et des choix impactants narratif sur le long terme. C'est pour 1 à 4 joueurs. Pour l'instant, 532 backers sur le projet 26 jours avant la fin de la campagne. En réalité, ça aussi, c'est un projet que j'aurais pu mettre dans les plats principaux de la semaine, et pour les raisons évoquées plus tôt, je le mets dans les entrées, parce que c'est un petit gain de temps, d'autant plus qu'il n'y a pas de VF, donc l'intérêt est un petit peu amenuisé par ce facteur linguistique. Et donc il s'agit donc d'une aventure dans l'espace, un peu space opéra épique, solo ou coop, dans lequel on va donc explorer différents systèmes solaires, chasser une proie et forger notre destin avec donc de l'exploration, du combat tactique. On voit qu'il y a même des composants qui viennent, comment dirais-je, agrémenter les lieux où l'on va évoluer et qui vont nous permettre peut-être de nous cacher ou d'attaquer par surprise nos adversaires, ce genre de choses-là. On imagine bien évidemment des personnages asymétriques avec lesquels il va falloir composer pour imaginer des synergies avec les autres joueurs autour de la table pour mieux pouvoir nous permettre d'évoluer dans notre mission et ainsi de suite. On a aussi des miniatures qui, ma foi, font plutôt bien le job, c'est plutôt joliment réalisé pour ce qui est donné à voir en tout cas ici, avec le sempiternel personnage un peu japonisant avec ses katanas mais un chapeau qu'on a rarement vu au Japon, mais bon, ça on a l'habitude. Et c'est le premier projet de Forgeborn Games qui nous vient de Los Angeles, donc aux États-Unis. Et pour le coup, un projet ambitieux, 532 backers en fin de première semaine, c'est pas mal quand même pour un primo-éditeur, avec un jeu assez lourd, ambitieux il est vrai. C'est pour 1 à 4 joueurs, je le disais tout à l'heure, mais jusqu'à 5 si on prend une extension. C'est pour des sessions de jeu assez longues, en revanche, attention, 2 à 3 heures la partie, et il vous faudra compter plus d'une centaine d'heures pour venir à bout du contenu de Terminus Frontier. Et c'est pour 14 ans et plus. Pour le reste, on va aller checker un petit peu le reste de la campagne en vitesse. Bon, j'ai encore une fois beaucoup de difficultés à percevoir l'unicité, ce qui fait l'unicité d'un jeu dans une gamme, dans une catégorie de jeux que je connais assez mal, qui sont les jeux en campagne, d'exploration sur le long cours, avec des impacts scénaristiques sur le long terme, avec des combats tactiques, etc. Qu'est-ce qui vient vraiment les différencier? Je ne suis pas connaisseur, donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais on nous parle donc de combats tactiques en équipe, on nous parle d'énormément d'équipements variés pour agrémenter nos personnages, hein, plus de 200 armures, armes, équipements en tout genre, dans un monde totalement ouvert avec de l'exploration spatiale, avec différents chemins que l'on peut suivre, des chemins de cartels, de corporations ou de colonies par exemple, avec des ennemis dans tous les sens, plus ou moins dégueulasses, celui-là clairement est bien dégueu. Après, bon, vous savez, si vous suivez le menu depuis assez longtemps, je suis pas du tout fan du mélange miniature et standy carton.
À la limite, mettez soit tout en standy carton, soit tout en miniature, à la limite, soit tout en standy acrylique, c'est encore plus classe. Mais là, le mélange, moi, je suis pas du tout fan pour le coup, même si je comprends que si on mettait absolument tout en miniature, ça coûterait très très cher, et que faire ressortir les personnages que l'on joue via des miniatures, c'est plus sympa, mais quand même, je suis pas fan. On voit ici un des personnages que l'on peut incarner, par exemple là, le Vanguard, avec ses propres spécificités, son set de cartes de compétences, etc. On voit ici la Maverick, le Zealot, etc., etc. Globalement, ça présente plutôt pas mal, et c'est plutôt quand même ambitieux comme projet pour un primo-éditeur de se lancer là-dedans. C'est quand même tenter le diable, quoi, hein. C'est ambitieux. Voilà, on va aller voir rapidement les pledges. Pledge tiers, voilà, c'est ici. Hunter Pledge, c'est déjà 125$ le ticket d'entrée. Donc, bon, il faut vraiment vouloir découvrir l'univers de Terminus Frontier pour se lancer dans l'aventure. Ensuite, le Frontier Pledge à 225$ vous permet de mettre la main au-delà du jeu de base sur une boîte de miniatures, exclusivement de miniatures, hein, des miniatures d'ennemis, de boss et de personnages. Ensuite, est-ce que ça veut dire... Oui, il y a 4 miniatures dans le jeu de base. 4 miniatures, et ensuite c'est que des standees. Alors que là, on a donc du coup que des miniatures, en gros. Ensuite, le Commander Pledge, on va encore faire monter un petit peu la note pour aller jusqu'à 335$. Ça vient ajouter une extension nous permettant de jouer jusqu'à 5 joueurs. Ça vient ajouter des illustrations, enfin pas des illustrations, mais des éléments de terrain, donc des portes, des boîtes, ce genre de choses-là. Ensuite, un Star Atlas Binder, donc une sorte de classeur, j'ai l'impression, pour ranger une partie du matos. Et puis, des tapis de néoprène pour chacun des joueurs autour de la table. Et puis ensuite, bon, pledge mécénat à 1500$, mais a priori, ça ne devrait pas intéresser grand monde. Si vous êtes intéressé, vous avez certainement déjà consulté la page, ou à minima, vous pourrez le faire par vous-même, mais on va gagner un petit peu de temps et ne pas s'attarder dessus. Voilà donc pour ce qui est de Terminus Frontier. 530 contributeurs, le jeu est financé avec quand même 100 000€ d'engrangés, 113 000€ d'engrangés avec seulement 530 contributeurs. C'est déjà une indication quant au prix du niveau de pledge quand même assez conséquent. Le tout 26 jours avant la fin de la campagne. Premier plat principal de la semaine, c'est bien sûr le Solo Game of the Month de Gabe Barrett du côté de chez GameFound. Si vous êtes un habitué du menu crowdfunding, vous connaissez le principe. Chaque mois, Gabe Barrett nous propose le Solo Game du mois, le jeu solo du mois sur GameFound. Il a pu quand même se faire une réputation au fil des mois, même peut-être presque même des années maintenant, hein. Ça fait quand même bien un an et demi qu'il suit ce cadence, on va dire, de un jeu par mois, solo. C'est pas toujours lui l'auteur, mais c'est toujours lui qui le produit, qui édite le jeu, on va dire. Et cette fois-ci, avec Paranormal, bah ça marche plutôt pas mal. On est à 1258 backers, 32 000 dollars d'engrangés. C'est donc financé 13 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a pas de VF malheureusement, c'est un petit peu dommage. C'est pour 1 à 2 joueurs, donc c'est le Solo Game of the Month, mais comme souvent, il n'est pas jouable que en solo, parfois à 2 joueurs, parfois un peu plus, mais généralement en tout cas c'est spécifiquement conçu plutôt pour le solo. Pour des parties cette fois-ci de 45 minutes, on va avoir une thématique horrifique, paranormal, le titre, enfin tout est dans le titre j'ai envie de dire, avec des dés, c'est un jeu d'action qui peut également être joué à 2 joueurs. Vous voyez donc le placement de dés également, on va avoir un petit peu d'exploration et de déplacement à travers les différentes zones qui composent le jeu. On voit ici qu'il y a des cartes d'indices, des cartes de assets qu'on pourra assimiler à des équipements, et puis des cartes de monstres, parce que bon, encore une fois on parle de paranormal, donc il y aura des monstres. On voit d'ailleurs les 53 cartes de monstres que l'on voit ici, les cartes d'assets qui sont donc des équipements, mais pas seulement, il y aura aussi des partenaires, des compagnons d'aventure, on va dire. 6 cartes de héros qui ont chacun leur propre petite spécificité asymétrique, 16 cartes de lieux à aller explorer sur lesquels on pourra se déplacer, etc. Des cartes de boss, avec ici par exemple Tanin, la sorcière Tanin, elle aime le vin rouge. Ensuite, des cartes d'indices, les dés dans tous les sens, les petits tokens par-ci par-là. Voilà, on reste sur le format habituel du Solo Game of the Month, donc une boîte un peu format cassette vidéo qu'on utilisait encore dans les années 90, et ça coûte assez peu cher, encore une fois, hein, c'est 25$ pour le pledge de Paranormal, ou 5 si vous le prenez en print and play. C'est aussi l'occasion de mettre la main sur un de leurs précédents jeux en plus en add-on. Mais c'est pas leur jeu en fait, c'est juste une carte de modifier qui n'était peut-être pas
Nine boss modifier cards that were missing. Ah oui, c'est bien ça. Donc c'est une carte qui était manquante dans Curse Castle. Donc un autre jeu édité par Gabe Barrett il y a de ça 4 ou 5 mois, j'ai oublié exactement. Il y avait une carte manquante, et du coup, vous pouvez ajouter cette carte manquante à votre pledge de paranormal pour la recevoir gratuitement. Voilà, pour le gameplay, on passe assez rapidement, hein, je vous l'ai dit. Donc, on va avoir des personnages légèrement asymétriques. On va se déplacer au sein de la ville pour vaincre des monstres, sauver la population locale, gagner des items pour nous permettre de mieux aborder la suite de notre aventure. Le système de combat se fait avec du placement dés, en utilisant aussi l'arsenal qui est le nôtre pour mieux nous débrouiller au cours des combats. On a aussi des indices pour réussir à trouver, à débusquer le boss final face auquel on va devoir combattre pour essayer de l'emporter en fin de partie. C'est 5 $ de frais de port pour l'Asie, donc pour nous, et je sais que Xavier a déjà backé quelques projets de Gabe Barrett, et pour ce qui est de l'Union Européenne ou du Canada, c'est 6 $ de frais de port, donc c'est toujours très très abordable les frais de port avec Gabe Barrett, et ça c'est un argument à faire valoir à ces campagnes. Donc voilà pour Paranormal, 1260 backers pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne, et 30 000 € d'engrangés. Le vrai beau projet de la semaine que j'aurais pu placer, c'est vrai, dans les desserts. Ça aurait pu être le seul dessert de la semaine. Bon, je vais le laisser dans les plats principaux, malgré tout. Encore une fois, par flemme, cette semaine, j'ai pas trop le temps, ou en tout cas, j'ai envie de l'utiliser pour mieux préparer mon voyage, éviter les boulettes, etc. Mais Fate Forge, sachez-le, pour moi, il a le potentiel pour être un dessert de la semaine. Si on était sur une semaine normale, j'aurais certainement mis dans les desserts. Et Fate Forge, c'est le nouveau projet de Mighty Boards, l'éditeur qui vient de Malte. C'est assez rare pour être signalé aussi, mais donc c'est l'éditeur de David Cherkop, qui lui-même est auteur de jeux. Hein, vous connaissez notamment pour David Cherkop des jeux qu'il n'a pas édité lui-même, si mes souvenirs sont bons. Hein. Oui, c'est La Quête du Bonheur. La Quête du Bonheur, c'est lui notamment. Mais en tant qu'éditeur, on le connaît notamment pour Vengeance, pour Petrichor, c'était aussi lui l'auteur d'ailleurs de Petrichor, que Xavier a, s'il l'a encore, je ne sais plus. On a fait une partie avec lui et une autre amie, et on n'avait pas été hyper convaincus, en tout cas cet ami et moi, même si la thématique est super cool. Vous incarnez la pluie, c'est quand même vraiment cool. Mais bon, il faudrait qu'on y rejoue. Sinon, c'est aussi lui qui avait édité le jeu de David Turczi, Excavation Earth, qui pour le coup, pour un jeu de David Turczi, avait pas fait beaucoup de bruit en réalité. Ensuite, Posthuman Saga, Vengeance Roll and Fight, que j'avais backé, qu'on avait bien apprécié avec Xavier, mais que j'avais quand même revendu pour certaines raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ce serait un peu long. Hamlet, qui était un jeu qui m'avait pas mal attiré, que j'avais pas backé, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le tester. Hamlet avait vraiment un certain charme, et un charme certain. Récemment, il avait aussi pondu Rebirth, qui était un jeu de Rainer Knizia, avec une belle DA, qui m'avait pas mal attiré aussi. Bref, Mighty Boards, ils font quand même souvent des jeux qui m'attirent pas mal, mais jamais aucun ne m'a fait backer. Et vous l'avez peut-être vu dans la liste, Fate Forge avait déjà eu le droit à une campagne, donc Chronicles of Khan, c'est le sous-titre de Fate Forge. C'était quand exactement? Ça fait bien 2 ans, 3 ans peut-être même. Ça fait 2 ans et demi, c'était septembre 2022 que Fate Forge Chronicles of Khan s'était lancé sur Kickstarter. Il avait terminé sa campagne avec 2600 contributeurs, et pour l'instant, cette seconde campagne, on est déjà à 2100, donc on va battre largement le score de la première campagne. 17 jours avant la fin de cette dernière, on en est déjà à 2100 contributeurs et 183 000 € d'engrangés. Fate Forge, c'est un jeu coopératif d'action et d'aventure pour 1 à 4 joueurs, avec des fortes implications narratives là encore, et avec une assez belle DA, avec un univers assez riche qui apparemment est basé sur... alors c'est quoi? C'est un jeu de rôle, je ne sais plus, je l'ai lu dans la campagne mais j'ai oublié. Bref, c'est basé sur un univers préexistant développé par Studio Agathe, et je me demande si Studio Agathe c'est pas français, parce que si on va ici dans Language Partners, la version française est assurée par le studio Agathe. Donc est-ce que c'est un truc français qui fait du RPG ou un truc comme ça? Je ne sais pas exactement, mais c'est eux qui s'occuperont de la VF. Et comme ils sont partenaires directs, on voit ici un Mighty Boards et ici Studio Agathe, ils sont mentionnés comme partenaires sur la campagne. À mon avis, c'est que ça doit être eux qui sont à l'origine du lore derrière, de l'univers de Fate Forge.
Et sachez que pour l'instant, sur BGG, Fate Forge a une moyenne de 8.4, ce qui est une excellente note. Par contre, j'ai oublié d'aller checker le nombre d'évaluations qui était derrière cette note. Parce que bon, s'ils sont 25, ça n'a aucun sens de regarder l'évaluation. Mais s'il y a 500 notes avec une moyenne de 8.4, par contre, c'est un indicateur un peu plus intéressant. Mais donc je ne sais pas, j'ai pas checké. Mais il y a beaucoup de commentaires extrêmement positifs à son égard, y compris sur BGG. J'ai eu quelques retours également sur des communautés de ludistes anglophones sur Facebook qui en parlaient plutôt en bien. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, donc c'est jouable en solo. Zeugma, si tu nous regardes, petit bisou sur la fesse droite. Et c'est pour des parties de 1 heure. Ça aussi, c'est une spécificité assez intéressante de Fate Forge, il n'y a pas de S, Fate Forge, c'est que les sessions de jeu sont assez courtes, et du coup, ça en fait un jeu potentiellement assez facile à sortir, même à laisser sur la table éventuellement, mais un jeu assez facile à sortir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, je le répète, VF disponible grâce au studio Agathe. Beaucoup de citations qui nous parlent de systèmes de combat hyper efficaces, et pour ce qui est du système de combat, on y reviendra plus en détail par la suite, mais ça reprend un petit peu justement, je parlais tout à l'heure de Vengeance, Roll and Write, je pense que ça reprend pas mal de Vengeance, Roll and Write pour ce qui est du système de combat. Alors, continuons, on voit ici édition Deluxe, notamment pour le Kickstarter, c'est quand même plus intéressant d'aller prendre de la Deluxe bien sûr, puisque en boutique on aura par exemple des petits tokens comme ça en carton de base, même chose pour les personnages, là on aura du bois avec des composants un petit peu, comment dirais-je, deluxifiés et surtout un petit peu personnalisés. Là la viande ressemble à de la viande, les cœurs ressemblent à des cœurs, c'est pas juste des petits cartons un peu dégueulasses, et il en va de même pour les disques de personnages ou de monstres, etc. Donc un peu de deluxification qui fait plaisir. Ensuite, il y a aussi, pour des raisons de backer, hein, le why back now, c'est le passage habituel du why back now, pourquoi backer maintenant. Donc d'abord la Deluxe, et puis aussi les grosses ristournes sur les pledges qui sont assez intéressantes pour le coup. Alors ensuite, Fate Forge, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un univers créé par Studio Agathe, et le jeu lui-même est pondu par Gordon Calleja, donc le designer du jeu. Et je mentionnais tout à l'heure une similarité avec Vengeance Roll and Write, c'est lui qui était derrière Vengeance Roll and Write, ou Roll and Fight, le sous-titre c'est Roll and Fight, si mes souvenirs sont bons. Et donc du coup, comme c'était également l'auteur du jeu en question, ça ne m'étonne pas qu'il soit auto-emprunté un mécanisme de combat pour Fate Forge. Donc dans Fate Forge, on va explorer un univers assez large, une ville avec même des petites ruelles partout, enfin bref, on a moyen d'aller explorer la ville de fond en comble. On va forger son avenir, sa destinée, et puis on va affronter des gros boss dans tous les sens, mais pas que, bien évidemment. Je vais vous parler d'explorer la cité, on le voit ici, hein, la cité de Essaphir. On pourra explorer chacune des ruelles et voir ce qui s'y déroule, ce que l'on peut y découvrir, ce qui pourra nous permettre de mieux évoluer sur la suite de l'aventure. Avec une très belle map d'ailleurs, hein, de Essaphir, vraiment très jolie. Assez détaillé qui plus est. On pourra y résoudre tout un tas de petits puzzles, de petites énigmes en tout genre. Ensuite, on pourra donc se forger notre destinée en même temps que l'on forge celle de Essaphir, la ville dans laquelle on va évoluer, avec des choix narratifs impactants sur le long terme. Le tout dans un univers de RPG développé par Studio Agathe. Alors reste à savoir si ce sont des Français ou pas, mais je me demande si c'est pas le cas. Et puis donc Fight, donc des gros boss, des gros combats, avec donc ce mécanisme que je pense être emprunté à Vengeance Roll and Fight, c'est-à-dire qu'on va jeter masse de dés, et on va disposer les dés sur différentes cartes de compétences qui nécessitent des logos pour pouvoir réussir à accomplir l'action ou la compétence en question. Donc si vous lancez par exemple 5-6 dés, est-ce que vous allez choisir d'en mettre 2 ici, ou est-ce que vous allez essayer d'en choper d'autres pour pouvoir placer des dés sur cette attaque qui est potentiellement plus puissante, mais combien de dés on va utiliser, comment on va les gérer, il y aura des sacrifices à faire, et en plus de ça, bien sûr, ça s'accompagne d'items de personnalisation, d'armes, peut-être d'armure, ce genre de choses-là, pour aller un petit peu personnaliser notre perso. Bien évidemment, il y aura aussi bien sûr des synergies à aller imaginer entre les différents personnages autour de la table, puisqu'on le rappelle, c'est un jeu de coopération. En plus de ça, vous avez une application qui va garder en mémoire tous les choix impactants en termes de narration, qui va se rappeler de toutes vos actions et qui va vous accompagner dans votre aventure.
Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'apprécient pas les applications dans les jeux de société, et j'en fais partie pour être tout à fait honnête, mais si c'est bien fait, et ça a l'air d'être le cas, on voit que les commentaires de BGG, on en voit un en tout cas ici, un commentaire de BGG, qui nous parle de l'une des meilleures expériences de dungeon crawler qu'il a eu jusqu'à ce jour, et l'application qui est vraiment une petite merveille. Donc bon, a priori, elle devrait s'intégrer plutôt bien au jeu. Livret de règles ici en PDF pour ceux que ça pourrait intéresser, mais pas en français je pense. Et donc cette campagne, c'est la campagne de réimpression de Fateforge Chronicles of Khan, mais ça s'accompagne également d'une nouvelle extension, puisque vous savez que Kickstarter de toute façon n'autorise pas deux campagnes pour le même produit. Vous n'avez pas le droit de faire deux campagnes distinctes pour le même produit exactement, il faut toujours ajouter un truc. Et du coup, cette fois-ci, le truc en question, c'est l'extension Kin of the Wild. Et donc, il vient ajouter encore plus de personnages. On voit ici le chaman, par exemple, encore plus de monstres, j'imagine, qu'on pourra aller affronter, de nouvelles compétences, j'imagine. On pourra aussi avoir des animaux de compagnie. Alors là, pour le coup, celui-là, bon, Pack Goat, bon, c'est une chèvre, c'est pas hyper classos, mais il y aura des trucs comme des ours, par exemple, des mini-dragons, sur les choses-là, donc il y a moyen d'avoir des trucs un peu plus classos aussi, quand même. Voilà. Ensuite, on a aussi Clash of the Immortals Expansion, donc une autre extension, avec encore une fois un nouveau personnage, l'Enchantress, avec des challenges différents, etc. etc. Voilà, donc dans la boîte de base, Deluxe, ceci dit, qu'y a-t-il donc en termes de composants? Vous avez déjà une pelletée de personnages, on en a quand même 4 ou 5 personnages qui sont asymétriques, enfin, qui ont leur propre spécificité asymétrique, ils ne sont pas très asymétriques, mais il y a quand même des spécificités asymétriques. Les dés de combat de différentes couleurs pour les appliquer à différents personnages, bien évidemment, vous en doutez bien, et donc on appliquera sur certaines cartes de compétences pour espérer les activer. Ensuite, le truc sympa, c'est que chaque héros a sa propre petite boîte de rangement, donc on va y mettre tous les composants, donc son deck de cartes, ses dés spécifiques, etc. etc. Ensuite, donc masse de cartes dans tous les sens, bien évidemment, les tokens de turn order, donc de tour de jeu, ensuite des petites gemmes plutôt bien réalisées, ensuite même des rangements, alors je me demande si c'est pas des game trays, c'est pas indiqué mais ça y ressemble en tout cas, avec donc les deluxifications au niveau des ressources également, le rangement est vraiment clean, donc rangement et installation facilité. Bon, comme toujours, c'est très appréciable. On voit ici une boîte magnétique avec plein de petits séparateurs de decks de cartes. Là, encore une fois, très joli boulot en termes de production. Mighty Boards a fait du très joli boulot, visiblement. C'est un jeu qui visuellement donne envie. C'est typiquement le genre de jeu qui me correspond pas. Je ne suis pas un joueur de jeu d'aventure en campagne sur le long terme. Mais Fateforge, il se joue en 1 heure. Il a une très bonne réputation d'ores et déjà, la DA me plaît bien, l'univers a l'air d'être assez profond et est développé par un studio avant même la création de Fateforge, c'est un univers préexistant qui me plaît plutôt pas mal, un jeu assez facile à sortir théoriquement, en coop qui plus est, ma foi, pourquoi pas. La proposition est intéressante, mais en même temps, je me suis souvent dit la même chose pour les jeux de Mighty Boards, et jusqu'à ce jour, j'en ai backé aucun. Si, j'ai backé Vengeance Run and Fight pour le coup, que j'ai revendu par la suite, mais quand même. Donc, je sais pas, peut-être que je me laisserai tenter d'ici la fin de la campagne. Ça dépendra aussi, avant tout, des jeux qui vont sortir dans les semaines à venir. D'ici la fin de cette campagne, est-ce qu'il y aura des jeux qui auront popé sur Kickstarter ou GameFound, qui m'intéresseront plus, et qui, du coup, me feront un petit peu oublier Fateforge. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année j'ai rien backé et du coup ça me manque un petit peu de pas backer et du coup peut-être que j'aurai une sorte de back par défaut, ce qui est jamais une bonne chose à faire. Faut pas backer par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre en ce moment, non, faut pas le faire, mais est-ce que j'arriverai à suivre mon propre conseil? Ça c'est encore une autre question. Du coup on va passer maintenant au pledge. Ils sont ici, le Warden's Pledge qui vous permet de mettre la main sur Kin of the Wild, donc cette nouvelle extension pour 35 €. Ensuite, le Adventurers Pledge est à 99 au lieu de 167 quand même pour le jeu de base. Donc c'est quand même une somme assez rondelette quand on le prend en prix normal, 167 quand même très très cher. Mais il y a au-delà de ça des miniatures pour les boss. Il y a aussi une encyclopédie en PDF de l'univers assez large visiblement de Fateforge. Il y a un petit médaillon en métal également, mais bon ça on s'en fout un peu. Ensuite, il y a le Emperor's Pledge, et là donc vous avez le jeu de base, la nouvelle extension et l'ancienne extension qui est déjà sortie avant, j'ai oublié comment elle s'appelle, Clash of Immortals, qui était déjà sortie précédemment. Le tout pour 164 €, ça fait quand même une sacrée somme, mais bon, le jeu a de bons retours.
C'est tentant, quand même, à tester un de ces jours, encore une fois, si l'occasion m'en est donnée, à moins que je ne me donne l'occasion moi-même en backant le jeu. Je pense pas, quand même, je pense pas, parce que je sais pertinemment que c'est pas mon type de jeu a priori, mais bon, ça se joue en 1 heure, c'est facile à sortir, c'est plutôt joli, je sais pas. On verra si je me moubourre pas trop d'ici la fin de la campagne. Peut-être aller regarder sur BGG, voilà, BGG, rapidement. Alors, Fate Forge... Hop, Fate Forge Chronicles of Khan, justement combien d'évaluations? Parce que bon, le 8.4, effectivement, ça donne envie, mais combien d'évaluations? 515 évaluations, 170 commentaires, bah c'est quand même pas mal, c'est déjà un certain nombre d'évaluations, hein. Bon après il y a des évaluations variées, on a ici un 6.7 qui est pas si convaincant que ça, mais une moyenne de 8.4 avec 500 évaluations, c'est pas si mal quand même, ça veut pas rien dire. Les frais de port pour le Canada, ça va de 22 à 35 euros pardon, en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Europe, alors Belgique, France, c'est la zone 1, voilà. Ce sera donc 14 à 24 euros. Donc j'imagine que la Suisse par exemple, voilà, Suisse c'est Europe 2, comme la radio, 34 à 50 euros de frais de port, et puis pour nous en Asie, ça doit être Asie 2 j'imagine pour le Japon, Japan 2, ouais, Asia 2, donc ça sera un peu plus cher, 23,50 ouais, de frais de port pour la totale. Bon, écoutez, on verra bien. A priori, je devrais pas backer parce que je sais que c'est pas pour moi. Mais dans cette catégorie de jeux pas pour moi, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un truc qui pourrait être pour moi. On verra. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de Fate Forge, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, si vous avez backé le jeu lors de la première campagne. Qu'en avez-vous pensé? 2100 contributeurs, 183 000 euros d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne pour Fate Forge, et je pense que finalement, j'en ai parlé suffisamment en longueur pour le placer dans les desserts en vrai. Peut-être qu'au montage, je le mettrai dans les desserts en fait. Nouvelle campagne également de Mike Gnade et de Rock Manor Games, la maison d'édition à laquelle il est à la tête. De laquelle il est à la tête. Les pronoms, c'est parfois un peu difficile quand on est fatigué. Mike Gnade et donc Rock Manor Studio, Rock Manor Games, j'ai oublié. C'est un éditeur qui a quand même une certaine réputation dans l'univers du crowdfunding, mais qui fait rarement d'énormes résultats. Ils ont fait quelques très beaux résultats, mais rarement des trucs vraiment époustouflants. On les connaît notamment pour le jeu le plus populaire à ce jour, en provenance de Rock Manor Studio, c'est Maximum Apocalypse, qui a eu droit à genre 5-6 campagnes. Voilà, première ici, 2, 3 pour le RPG, 4 avec Wasted Wilds, et 5 avec le jeu vidéo de Maximum Apocalypse. Donc 5 campagnes sur une vingtaine pour Rock Manor Games pour Maximum Apocalypse. Mais on les connaît aussi pour, comment il s'appelait déjà, Set Watch, un jeu solo qui a pour le coup une assez bonne réputation, Set Watch. J'avais backé Lawyer Up, qui a une VF qui s'appelait comment, Objection, je crois, en français. J'aimais beaucoup la proposition, un jeu où on incarne des avocats de la défense et de... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas de l'attaque, mais bon, j'ai oublié. Bref, l'avocat de la défense face à l'autre avocat, quoi, en gros. C'est super intéressant en termes de thématique, et finalement on a fait 2 parties, et c'était beaucoup plus roleplay qu'on ne le pensait, et du coup si on n'est pas trop roleplay, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Je l'ai encore, faudrait qu'on le ressorte à l'occasion, mais ouais, on n'avait pas été si convaincu que ça, mais il avait fait un beau résultat, hein, 4300, c'était quand même pas mal du tout. Set Watch avait eu une nouvelle campagne, Seas of Havoc avait fait une campagne pas mal, mais pas époustouflante en termes de résultats, c'était 4000 contributeurs, bon, c'est pas mal. Il fait souvent des campagnes où on termine par un pas mal en termes de résultats, pas époustouflant, mais pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'il lancera pour Star Driven? Eh ben, ce sera peut-être un peu moins bien que pas mal. Ce sera, ouais, bof. Ça va aller chercher du 2000 contributeurs, ce qui est pas mal du tout, mais ce qui est pas encore une fois époustouflant. Star Driven, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On va aller allouer, disposer de nos dés sur différents emplacements pour en tirer les usufruits, d'exploration à travers l'espace. Bon, l'espace intersidéral, vous le savez, c'est pas ma cam, et c'est un jeu de contrôle de territoire, c'est pour 1 à 4 joueurs par le créateur, les créateurs au pluriel, de Set Watch, justement, qui avait donc une très bonne réputation. Et par contre, donc Star Driven Gateway, pas fan de la thématique, pas fan du tout de la DA non plus, malheureusement.
826 contributeurs pour l'instant, donc ça commence un peu difficilement si on compare avec d'autres projets de l'éditeur, 20 jours avant la fin de la campagne. Ce sera disponible en allemand et en anglais, mais pas en français, malheureusement, en tout cas pas pour le moment. Et bah pour le reste, vous avez un petit aperçu ici de la présence sur table avec des tuiles un peu bizarres qui viennent composer le plateau général de Star Driven Gateway avec bien sûr nos plateaux individuels, double épaisseur, bien sûr un petit peu d'asymétrie de ci de là. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 10 ans et plus, donc théoriquement un jeu assez facile à sortir, assez accessible, peut-être même familial on va dire, hein, 10 ans et plus en réalité. Et c'est pour des parties de 30 minutes par joueur autour de la table, donc on va dire de 1 à 2 heures si on joue en groupe, peut-être même un peu plus court si on joue en solo, j'imagine. Voilà, donc des factions uniques avec de la symétrie, avec également un deck d'équipage, donc il va certainement faire grandir la symétrie en cours de partie. On aura différents scénarios à aller explorer. Alors c'est pas un jeu en campagne je pense, mais c'est un jeu avec différents types de scénarios, donc qui vont impacter un peu le gameplay, avec des composants deluxifiés. Bon, après, pour ce qui est du beautiful artwork, bon, je suis pas le public, visiblement, mais c'est vrai que c'est pas vilain non plus, soyons honnêtes. Alors, what's in the box? Les composants, on voit ici donc les tuiles qui viennent composer le système solaire, avec une forme assez atypique pour le coup, sympa, pourquoi pas, c'est un peu nouveau. Ensuite, les plateaux de factions asymétriques double épaisseur, c'est clean, même si visuellement ça envoie pas non plus du pâté, hein, ça met pas la tulipe à 45 degrés, mais c'est pas vilain. Ensuite, on a tout un tas de petites miniatures, on a aussi bien sûr des dés d'activation, je l'ai dit, hein, placement de dés, on va donc allouer des dés à certaines actions pour en tirer les bénéfices, des tokens dans tous les sens pour ce qui est des dégâts, etc. Masse de cartes également, hein, les cartes d'équipage que l'on va pouvoir certainement ajouter à notre faction pour pouvoir utiliser leurs compétences. Ensuite d'anomalies, d'objectifs pour scorer encore plus de points au cours de la partie, carte d'automat pour jouer également en solo. Le pledge de base est à 65 $, le pledge all-in gameplay est à 96 et il vient ajouter une extension intitulée The Invasion, qui rajoute 18 cartes de mission, qui rajoute des anomalies, qui rajoute des objectifs de coopération également, des composants supplémentaires en termes de miniatures, dont certaines vont porter le dé, c'est plutôt cool, c'est plutôt joli. Sinon, Pledge Deluxe à 129 $, même chose, ça ajoute l'extension qu'on a eu précédemment, donc l'extension Invasion, et au-delà de ça, ça va ajouter donc des éléments de deluxification tels que des tuiles en acrylique plutôt qu'en carton, donc beaucoup d'acrylique en fait à la place du carton de base en fait simplement, et puis aussi des dés de dégâts customisés, un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir dans le jeu de base. Voilà. Ensuite, what's included in the Future Horizons Pledge? 300 $. Du coup, ça, je l'ai pas checké celui-là tout à l'heure, pour le coup. Star Driven Saga, Star Driven Gateway, Star Driven Colony. Donc, ok, on est sur une licence préexistante, et apparemment, du coup, le pledge à 300 $ nous permet de mettre la main au-delà de Star Driven Gateway sur Star Driven Saga et Colony, donc les 2 épisodes précédents, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. On a un jeu coop en roguelike survival pour 1 à 6 joueurs, basé sur le système de jeu de Maximum Apocalypse, mais dans l'univers de Star Driven. Et on a Star Driven Colony pour 1 à 4 joueurs, construction de colonies compétitive cette fois-ci, pour déterminer celui qui gouvernera la colonie que l'on est en train d'établir. Ok, bah je connaissais pas les 2 jeux précédents du coup. Voilà, pour le gameplay, je passe assez rapidement, hein, je vous l'ai dit, on va assembler un équipage, on va attribuer des dés à tel ou tel équipage pour en bénéficier des compétences, pour établir certaines actions, pour activer des stations, pour se déplacer à travers le système solaire, accomplir des actions, réussir à compléter des objectifs et engranger des points. Il y a un solo avec un automaton assez facile à utiliser semble-t-il. Et ben foi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'aperçu de gameplay. Maintenant du coup, le shipping, Canada 20 à 24 $ de frais de port. Pour la zone euro, elle est décomposée en 2. Ça doit être pour la France et la Belgique, la zone 1 j'imagine, ouais, Belgique, France, pas de souci là-dessus. Donc pour la zone 1, 19 à 25. Zone 2, il y a par exemple Monaco ou la Suisse, ce sera donc 26 à 30. Et puis pour nous, on est dans la zone APAC,
donc 26 à 32 $ de frais de port, et donc pas de VF pour l'instant, en tout cas pour ce qui est de Star Driven Gateway, et c'est 826 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne. Et on termine les plats principaux de la semaine par Siberian Manhunt, qui pour le coup a un nombre de contributeurs assez léger. Donc j'ai placé d'autres projets dans les entrées alors qu'ils avaient plus de contributeurs, mais pour le coup, Siberian Manhunt, 477 contributeurs 24 jours avant la fin de la campagne, 30 000 € d'engrangés, donc financé. C'est le second projet de Dangerous Games, un éditeur allemand qui vient de faire son deuxième projet sur Kickstarter après Siberian Manhunt déjà annulé. Donc en fait c'est leur premier projet en réalité. Ils avaient lancé Siberian Manhunt le 11 février dernier, ils l'ont annulé et ils l'ont relancé. Voilà. Pourquoi ont-ils fait ça? C'est la question. Lancé le 11 février, annulé le 11 février, et relancé quand d'ailleurs? Tiens, allons checker ça. Le 12, donc le lendemain, il y avait dû y avoir une petite couille dans le pâté, hein, dans le potage peut-être même, il faudra leur demander. Mais donc Siberian Manhunt, c'est en fait le premier projet de Dangerous Games, ce nouvel éditeur allemand, qui pour le coup se lance plutôt pas mal, presque 500 contributeurs en fin de première semaine, 24 jours avant la fin de la campagne. Et pourquoi je le place en plus de ça dans les plats principaux et pas dans les entrées malgré ce score plutôt modeste? Parce que il y a une VF, et ça fait plaisir. Et en plus de ça, j'avoue que moi, la DA, je la trouve plutôt sympatoche. Et en plus de ça, ça parle de guerre froide, c'est une période que j'ai toujours trouvée assez intéressante. Donc pour le coup, primo-éditeur, DA plutôt sympatoche, thématique assez cool également, en tout cas moi c'est une thématique qui me parle plutôt pas mal, avec une DA qui fait un peu vieillotte mais dans le bon sens du terme et qui colle pas mal à la thématique, et en plus de ça c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, c'est un petit peu un jeu de chat et la souris quoi en gros, le jeu du chat et de la souris, où on va se poursuivre l'un l'autre, un jeu de survie dans les plaines gelées de la Sibérie. Donc 2 joueurs exclusivement, partie de 90 minutes, pas trop dur à sortir, pour 14 ans et plus, et on va incarner donc une des 2 factions asymétriques de ce jeu, dans un jeu de déplacement un petit peu secret, de survie, où il va falloir utiliser ses neurones pour pouvoir se défaire de son adversaire, et donc dans une période donc, de guerre froide dans l'Union soviétique. Un joueur s'est craché, alors c'est pas le soviétique du coup, c'est l'autre, il s'est craché à la frontière avec la Chine. L'autre joueur, lui, incarne un général soviétique qui a pour mission de le capturer, voire même de mettre fin à ses jours en le suicidant de 2 balles dans la nuque. Voilà. Et donc version française, ça fait plaisir, c'est intéressant, jeu à 2 joueurs, Xavier et moi c'est notre comment dirais-je, notre configuration principale, je sais que c'est une thématique qui lui parlerait plutôt pas mal aussi, j'aime bien la DA encore une fois, hein, je me répète, jeu hautement thématique si on en croit les quelques visuels qu'on a là, donc ouais, moi ça me tente pas mal sur le papier. On a un jeu qui se veut tendu, tactique, asymétrique, avec du déplacement secret, c'est peut-être le truc qui plaira moins à Xavier, le déplacement secret, et même moi d'ailleurs, c'est pas un truc que j'adore outre mesure, le déplacement caché, pas forcément quelque chose qui nous plaît outre mesure, avec donc des mécanismes hautement thématiques apparemment, on a des saisons, on a des comportements d'animaux qui vont varier certainement justement en fonction des saisons. On a la gestion de la faim, de la famine, de l'hypothermie également qu'il faudra prendre en compte. Il y aura aussi une dimension de propagande dans le gameplay qui sera intégrée. Donc ça aussi c'est assez intéressant. On a ça c'est un terme que j'ai mentionné à plusieurs reprises dans des émissions avec Xavier, parfois avec Nix également, c'est la narration émergente. C'est un truc qui me parle pas mal ça. C'est un jeu où il n'y a pas de narration en tant que telle dans le jeu, mais où une narration, une histoire va se créer au fur et à mesure du gameplay par nos actions. Et ça c'est un truc qui me plaît bien. Ensuite, Morally Complex Open World Decisions, donc des décisions morales, parfois difficiles à prendre. Chaque rencontre avec des personnages, donc des personnages non joueurs pour le coup, que vous pourrez ignorer, aider, assassiner potentiellement, chacune de ces décisions va avoir son lot de conséquences, et ça c'est assez intéressant. Ensuite, je le disais tout à l'heure, mais la DA, moi, me parle plutôt bien, et elle est mentionnée ici, une assez jolie DA, qui, en plus de ça, thématiquement, s'intègre plutôt bien au jeu.
Voilà, ensuite, c'est marrant du coup, un des personnages inspirés enfin, qui a inspiré le jeu, son petit-fils, je crois, ou son fils, je sais plus, a joué au jeu. Voilà, c'est lui, voilà. C'est le fils, je crois, ou son grand-père, son père, c'est ça. Son père qui, du coup, s'est fait shooter au-dessus de la frontière russo-chinoise et qui a dû, du coup, essayer d'échapper à une fin tragique. Et du coup, il a joué au jeu. C'est assez marrant. Les pledge levels, entrons un peu dans le dur du sujet. Édition standard, 45 €. Ensuite, édition Deluxe à 60 €. Qu'est-ce que ça vient ajouter, me direz-vous? Eh bien, ça vient ajouter des plateaux double épaisseur, toujours appréciable bien sûr, des tokens en bois et non plus en carton, un dé customisé pour l'attaque, la finition au linen sur les cartes, le maillage sur les cartes, qui les rend un peu plus solides, un peu plus durables, on va dire, et d'autres choses encore. Également, on a une mini-extension intitulée Ejection Zone à 10 €. Est-ce qu'elle est incluse dans le pledge Deluxe? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Peut-être pas. Peut-être pas. Écoutez, je regarde, mais j'ai pas l'impression. Deluxe, j'ai pas l'impression que ça inclut la micro-extension. Ce qui est un petit peu dommage. Il faudrait un pledge avec la micro-extension. Bon, c'est pas très grave. Dans la boîte de base, qu'y a-t-il? Donc le gros plateau avec tous ces petits numéros pour les déplacements cachés, justement, parce que c'est quand même un jeu de chat, enfin un jeu de chat en fait, le chat et la souris. Donc bien sûr que c'est un peu typique, hein, sous ces petits numéros, autant d'embranchements que l'on peut utiliser pour fuir. Ensuite, les plateaux de joueurs, donc asymétriques. Tout un tas de petits plateaux avec masse de cartes très joliment illustrées encore une fois. Par contre attention, il y a masse de texte, mais bon, il y a une VF, donc a priori c'est pas trop un problème. On voit des cartes de rencontre, on voit des cartes d'assistance par le gouvernement soviétique, j'imagine pour le joueur soviétique, des cartes avec de la faune, de la flore locale, parfois dangereuses ou non, des cartes d'équipement, des cartes de craft également, bref, tout un tas de matériel, tout ça qui vient s'accompagner d'un petit insert assez sommaire mais qui fait le job, plus masse de petits tokens dans tous les sens, avec un aperçu global sur la table en fait, hein, de comment ça se présente. Pour le coup, la présence sur table est pas folle, c'est quand même assez terne visuellement. La DA me semble plutôt jolie de manière générale, en revanche, c'est vrai que la présence sur table, la couleur des plateaux individuels par exemple, etc., le tout est quand même assez blanc, ce qui thématiquement dans la Sibérie, ça fait sens, mais ça fait un truc un petit peu terne quand même. Peut-être que sur du noir, ça aurait donné un peu mieux pour le coup. Pour ce qui est de la Deluxe, justement, on parlait tout à l'heure de deluxification. Les plateaux double épaisseur, vous le voyez ici. Et les tokens en bois plutôt qu'en carton, vous les voyez ici. Pareil pour le décustomisé également, ou le linen sur les cartes. Vous avez un petit aperçu de chacun des éléments de deluxification. Et par contre, pas fan du tout, je déteste le velours, ça, velvet en français, je déteste cette texture, donc j'aurais préféré dans la Deluxe l'insert en plastoc tout dégueu, parce que je déteste au toucher cette texture-là, vraiment, je déteste ça. La petite extension Ejection Zone, ça vient ajouter des éléments de map supplémentaires, intéressant, un dé supplémentaire, un dé 20, et puis un petit livret de règles supplémentaire également, voilà. Je ne vais pas entrer plus que ça dans les détails pour ce qui est du how to play. On l'a vu un petit peu brièvement. Il y aura donc une phase où on va s'équiper, on va crafter, on va surtout chercher à fuir notre adversaire ou à le rattraper si on incarne le général soviétique. On va faire des rencontres, que ce soit avec des humains ou avec des animaux sauvages, etc., etc. Il y aura la gestion de la fatigue, de la faim, des saisons, etc. Tout ça a l'air d'être vraiment super intéressant. Donc ouais, à suivre avec attention. Siberian Manhunt, c'est un projet que j'avais pas vu venir et que je trouve assez intéressant. Notez également que dans toutes les vidéos que vous voyez ici, on en a quand même une en français. Ici, voilà, c'est le Déludique. Voilà. Déludique qui en a fait une vidéo de présentation et avis. Qui donc vous présentera le jeu plus en détail. J'ai pas encore regardé sa vidéo, mais je vais le faire une fois le montage terminé pour en apprendre un petit peu plus sur Siberian Manhunt. Ensuite, on termine par le shipping. UE zone 1, donc comme d'hab, Belgique-France. Ouais, c'est ça, Belgique-France. 12,50 ou 14 en livres. Pour le coup, pourquoi en livres et pas en euros, alors que c'est des Allemands et pas des Anglais? Allez savoir. Donc 12 livres, 50 à 14 livres, donc ça fait quoi, après une vingtaine d'euros je pense.
Deluxe Plus Ejection Zone, ok. Si vous avez la micro-extension, ça ne change pas le prix des frais de port. Zone Suisse, tiens, la Suisse a son propre créneau, 22 à 23 livres de frais de port. Du coup, la zone 2, c'est quoi? Ah d'accord, c'est Monaco, Malte, etc. Ok. Canada, 20 à 22 livres. Et puis nous, au Japon, on doit être dans Rest of Asia, 23 à 26 livres de frais de port. Pourquoi ces frais de port en livres plutôt qu'en euros alors qu'ils sont allemands? Mystère et boule de gomme. 478 contributeurs pour Siberian Manhunt au moment où je m'enregistre. 24 jours avant la fin de la campagne, ça pourrait presque être mon petit coup de cœur de la semaine. Mais non, cette semaine, je n'attribue pas de coup de cœur. Voilà, pour le coup, à moins que au montage, j'ai mis Fate Forge dans les desserts, du coup le montage sera peut-être un petit peu bancal, mais du coup, normalement sur Siberian Hunt, c'est ça le titre? J'ai oublié. Regardons à nouveau, Siberian Manhunt, on finit cette vidéo, à moins donc que j'ai fait un encart dessert spécifiquement pour Fate Forge que je pensais d'abord placer dans les plats principaux, mais me connaissant, je vais pas le mettre dans les desserts parce que j'aurai la flemme au montage de couper, de remettre en place, etc. On va dire que Fate Forge Chronicles of Khan, c'est un plat principal avec un potentiel de dessert en réalité. Voilà, je le dis en outro de la vidéo et je l'ai dit de toute manière durant le segment qui concernait le jeu. Voilà, donc ça passe. Donc pas de coup de cœur cette semaine, mais deux semi-coup de cœur avec donc Siberian Manhunt et Fate Forge qui quand même a l'air de très très sympa, mais dans une catégorie de jeu qui a priori me correspond pas. Voilà, du coup, c'est tout pour le dernier menu crowdfunding avant le 16 mars prochain. Donc pendant un mois, pas de Kevin pour le menu crowdfunding. En revanche, encore une fois, j'ai dit la semaine dernière, mais je le répète, si vous êtes au festival de Cannes, du coup à la fin de février, début mars, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit via notre page Facebook ou trouvez-moi sur Facebook d'ailleurs, Kevin Tortissier, mon compte perso, on s'en fout, je vous le donne, et contactez-moi, ce serait toujours avec plaisir que je vous rencontrerai. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont contacté, donc ce sera avec plaisir bien sûr, dans la mesure du possible que je me ferai quelques petits créneaux de temps pour aller vous voir et discuter un petit peu, voilà. Du coup, merci encore d'avoir suivi ce menu crowdfunding, un peu plus long que je ne l'aurais pensé, on est à 1h20 d'enregistrement, donc peut-être 1h15 après le montage, je pense, avec quelques projets intéressants, même si c'est pas des trucs massifs, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, les projets qui vous ont intéressé le plus, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce levé pour ce dernier menu avant un mois tout de même d'absence, que j'espère être meublé par notre très cher Xavier qui va faire un effort pour poster au moins une vidéo, ou deux, s'il est très motivé, on verra bien. Allez, d'ici la prochaine vidéo du menu crowdfunding, donc dans un mois, portez-vous bien, jouez bien, passez me voir à Cannes si vous y êtes également, et à la prochaine.